L'invitation au château. Sylvain a passé l'après-midi à nettoyer, lustrer la voiture, même les vitres ont été débarrassées de toutes leurs traces. La carrosserie, pourtant bien abîmée, brille comme jamais. Ce n'est pourtant pas son fort, il se moque bien de rouler dans une voiture sale. Une voiture est utilitaire avant tout, mais sa femme, Marlène, a tenu à aller au château dans une voiture rutilante. On n'est pas les ploucs tout de même, et c'est pas tous les jours qu'on a une invitation au château. Pendant que Sylvain s'occupait du toilettage millimétré de la voiture, Marlène s'occupait de sa toilette. Et ça enfile, ça enlève, ça essaye des combinaisons multiples à maintes reprises. Mais l'heure tourne, il faut se décider. Mais rien ne va. Je lui avais dit que je n'avais rien à me mettre. Franchement, a-t-on idée de s'acheter une toilette pour aller au château ? De toute façon, rien ne convient. Soit c'est trop large, soit c'est trop serré. J'aurais dû faire un régime avant, comme toutes ces stars qu'elle trouve anorexiques. Elle reprend son calme, tente de se ressaisir, mais il faut faire vite, sinon elle sera en retard. Et ça ne se fait pas chez ces gens-là. Elle se regarde dans le miroir et mesure avec panique tout ce qu'il lui reste à faire. Inutile de demander l'avis à son mari, il n'en a jamais, et quand il en a un, elle ne l'approuve jamais. D'autant qu'il va falloir lui préparer sa tenue à lui aussi, car monsieur n'a aucun goût vestimentaire. La dernière fois qu'ils étaient allés à une soirée huppée, il portait au moins 4 couleurs différentes, qui n'allaient pas ensemble, bien évidemment. Elle finit par choisir une robe noire. Pas de prise de risque, ça passe toujours bien et ça amincit. Il n'y aura qu'à la sortir avec un foulard rouge pour trancher et des bijoux. Pour les bijoux, ça va être vite réglé. Elle ne possède pas grand-chose. Son unique joyau est une bague. Bon, il n'y a pas de pierre précieuse, mais elle a été achetée chez un grand bijoutier, place Vendôme. Ah, celui-là, elle le bichonne, au point de ne le porter que rarement, pour ne pas le perdre ou se le faire voler. Pour le voler, il faut y aller quand même, car la bague lui sert bien le doigt. Une bague qu'elle prend toujours soin de bien exposer lorsqu'elle porte un verre ou une tasse à ses lèvres. Elle avait commencé à se maquiller les yeux, après avoir mis un temps fou à choisir le fond de teint pour l'occasion, mais finit par l'enlever à force de l'estomper. Ce fard est trop voyant, et le fond de teint fait vieille peau. Que de temps perdu à faire et défaire. Bon sang, l'heure tourne, je dois faire vite, et ce maquillage me stresse. Mais pourquoi ai-je toujours l'air plus moche avec le fond de teint alors que c'est l'indispensable, c'est le must qui sublime toutes les femmes. Oh, et puis zut, elle n'applique qu'une poudre dite fond de teint. Ce n'est pas un fond de teint, mais ça fera l'affaire, encore faut-il l'appliquer correctement. Ah, ça m'énerve, s'exclame-t-elle, et le mari qui l'appelle « J'arrive, j'arrive !» Mais non, elle n'est pas près d'arriver, elle n'a même pas encore coiffé ses cheveux. Vite, elle s'agite dans tous les sens, et comme c'est toujours le cas quand on est pressé, renverse le fond de teint abandonné, mais pas fermé, fait tomber des affaires. Ça panique à mort. « Alors, hurle le mari impatient, il y a de la route, on ne sera jamais à l'heure. » Le mari est prêt en 5 minutes. Il enfile un costume, passe un coup de peigne dans les cheveux, ne prend même pas soin de nettoyer ses chaussures. Sa femme lui avait pourtant demandé de le faire. Elle lui a fait un listing que Sylvain n'a même pas écouté, trop occupé à répondre aux messages de son téléphone. Marlène n'est pas prête comme elle l'aurait voulu, mais il ne faut surtout pas se faire attendre. Alors on prend la route. Elle réalise qu'elle et son mari sont accoutrés comme s'ils allaient à un enterrement. « J'ai oublié mon foulard rouge. »« Tant pis, lui répond son mari. On ne va pas faire demi-tour pour un foulard. » Marlène se scrute sous toutes les coutures dans le miroir du pare-soleil. Pas facile, car Sylvain a une conduite plutôt nerveuse. On approche enfin, et Marlène s'illumine lorsque la voiture franchit le magnifique portail du château. Les pneus de la voiture crissent sur le gravier en avançant dans l'allée bordée de majestueux peupliers. « Oh » laisse-t-elle s'échapper. « Ça a de la gueule » lui répond le mari, fier d'emmener sa femme dans ce château qui apparaît soudainement au virage.
Le château imposant se dresse face à eux, ils en ont le souffle coupé. « C'est superbe !» s'exclame-t-elle. Sylvain approche la voiture qu'il gare près de celle des autres invités qu'ils ne connaissent pas. Marlène se regarde une dernière fois dans le miroir pour être bien sûre que tout est bien en place. Elle laisse son manteau dans la voiture car ce n'est pas raccord avec sa robe. Sylvain refuse, lui, de laisser son manteau. « Tu es folle, il fait au moins -10. » Il exagère toujours. « Il fait froid, c'est vrai, mais c'est tenable si on ne sort pas dans le jardin. » Elle vérifie aussi la tenue de son mari. Et tous deux se dirigent vers l'entrée où une employée les accueille. Le hall est immense. Marlène s'extasie puis commence à sentir le froid. L'employé la rassure en lui disant que la salle à manger est chauffée. Cette remarque surprend Marlène qui se dit que ça ne doit pas être très agréable de se promener dans l'ensemble du château en plein hiver. Leur hôte vient les saluer et félicite Sylvain d'avoir choisi une aussi jolie femme. Marlène, flattée, ne ressent plus le froid. Les compliments réchauffent toujours le cœur, comme on dit. L'alcool aussi réchauffe les joues de Marlène, et discuter avec agitation active le sang. C'est lorsque tout le monde se met à table que Marlène commence à sentir le froid l'envahir. À peine a-t-on fini l'entrée que Marlène commence à réellement être frigorifiée. Comment va-t-elle tenir? Surtout ne rien dire, car ça ne se fait pas chez ces gens-là. Sylvain discute gaiement avec son voisin de table, ignorant totalement le calvaire de sa femme, qui commence à gesticuler discrètement pour se réchauffer. Mais rien n'y fait. Même les coupes de champagne ne parviennent pas à faire monter la température. Et puis, elle ne va quand même pas boire jusqu'à ne plus rien sentir. Elle serait complètement ivre. C'est impensable. Mais comment font ces gens? Peut-être font-ils tous comme elle, semblant de ne pas être gelés. Si seulement elle avait pris son foulard, ou mieux son écharpe en laine, si chaude. Ça ne va pas avec sa tenue, mais tant pis, au moins elle aurait eu chaud. Bon sens que ça caille ici. Elle n'arrive même plus à suivre la conversation, ni les plats qu'on lui sert. Quoi? On lui sert des patates. Des patates. Pas besoin de sortir l'argenterie pour servir des patates avec du poulet. Elle mange quand même pour activer la mâchoire. Ça la réchauffera peut-être. Mais non, ce n'est même pas du poulet, c'est de la dinde. C'est quoi cette arnaque? Il aurait pu servir du gibier dans un château pareil. Le cerveau de Marlène commence lui aussi à défaillir lorsqu'elle s'aperçoit que sa jambe s'agite sans pouvoir la contrôler. Ses doigts sont maintenant engourdis. « Ça va ?» lui demande son voisin de table. Pas son mari qui l'ignore, trop occupé à se vanter des choses et d'autres. C'est toujours lui le meilleur de toute façon. La situation devient critique quand elle commence à claquer des dents. Non, là c'est vraiment plus possible. Personne ne semble voir sa détresse, ils sont tous occupés à discuter alors qu'elle n'arrive même pas à contrôler les mécanismes de son corps. Elle a envie d'hurler, mais se retient. Ça ne se fait pas. Elle essaye de réchauffer sa main sous la veste de son mari. Celui-ci l'enlève en lui faisant comprendre du regard que ce n'est pas le moment. Mais elle glisse sa main à nouveau sous la veste. « Chérie, enfin !» lui lance son mari. Surpris de voir sa femme oser ce genre de geste qu'il croit coquin, surtout dans un tel endroit. Mais il n'a rien compris, celui-là. Elle a froid. Lorsqu'un employé arrive avec un panier empli de bûches pour alimenter le feu, Marlène n'a qu'une envie, c'est de se jeter sur lui pour faire le boulot à sa place. « Laisse-moi les bûches, je vais m'en occuper du feu. Je vais m'en charger toute la soirée pour rester collée au feu de cheminée. » Mais ça ne se fait pas. Alors elle le regarde avec envie désespérée. Elle se jetterait même dans le feu tellement elle n'en peut plus de geler. Elle n'ose même plus ouvrir la mâchoire quand son voisin lui adresse la parole, de peur qu'il la voie claquer des dents. La main tremble lorsqu'elle porte le verre à sa bouche, qu'elle repose immédiatement de peur d'être repérée. Elle tire sur la veste de Sylvain cette fois-ci. « J'en peux plus, je suis frigorifiée. » Mais Sylvain, en mangeur qu'il est, veut rester. On ne peut pas partir comme ça ne se fait pas. Oh, Marlène est maintenant entièrement engourdie. C'est insupportable.
Elle reste clouée à sa chaise et ne bouge plus le moindre membre. « Je vais mourir, pense-t-elle. Comment peut-on vivre dans de telles conditions ? C'est bien la peine de jouer les grands seigneurs dans un igloo. Cette hôte est ridicule de se pavaner dans un congélateur. Regardez-le se marrer. Ça se trouve, il a organisé un dîner de conversion-congélation. Et c'est quoi ces vêtements poussiéreux ? Il se prend pour un aristo. Un aristo qui sert de la dinde avec des patates dans un igloo. Peut-être même qu'il fait moins froid dans un igloo. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer, insiste-t-elle auprès de Sylvain qui s'y refuse, réchauffé par l'alcool qu'il continue à boire. Elle fouille ses poches pour prendre les clés de voiture. Sylvain pense encore que sa femme se livre à des gestes coquins. Les voisins de table aussi, mais Marlène s'en moque, bien décidée à décamper au plus vite pour faire tourner le moteur de la voiture. Elle sort du mieux qu'elle peut, son corps ne répond plus comme elle le voudrait. Elle avance tel un automate, le visage pâle. Les convives l'aperçoivent à peine, tellement ils ont bu pour contrer le froid de la pièce. Marlène met un temps fou à ouvrir la portière et à faire vrombir le moteur. Vite, vite, mettre le chauffage à fond. Elle attend la chaleur en collant ses mains aux aires de ventilation après avoir enfilé son manteau tant regretté. Il faut du temps avant que Marlène recouvre ses esprits, longtemps avant que Sylvain finisse par atteindre la voiture en titubant. Marlène n'arrive même pas à trouver la force de lui reprocher de l'avoir laissé. De toute façon, dans l'état où il est, on n'en fera rien. Elle prend le volant et quitte cet endroit qui a perdu tout son charme. Tout est vieux et a besoin d'être rafraîchi. Quittez vite cette allée lugubre avant qu'un arbre ne lui tombe dessus. Ils auraient pu installer des lampadaires quand même. C'est d'une tristesse. Et ce portail, il pourrait le repeindre. Il est tout rouillé. Marlène peste pendant tout le trajet, pendant que Sylvain cuve en ronflant. Une fois arrivée chez elle, Marlène ne prend même pas la peine de se démaquiller ou de se changer. Elle s'enfuit sous la couette pour ne plus penser à rien.